Bonjour à tous. Je suis Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation canadienne du Rhin. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, La défense d'intérêts et maladies rénales, exprimez-vous. Avant de commencer, c'est important de reconnaître le territoire autochtone sur lequel nous nous trouvons, inspiré par les 94 appels à l'action recommandés par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. La reconnaissance des terres est une première étape nécessaire pour honorer les premiers occupants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens à reconnaître et à respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. C'est avec gratitude et respect que je me joins aujourd'hui à cette réunion depuis Newmarket, le territoire traditionnel des Haudenosaunee, des Wyandot et des Anishinaabe. Si vous connaissez le territoire d'où vous vous joignez à nous aujourd'hui, n'hésitez pas à nous en faire part dans le clavardage. Maintenant, j'aimerais inviter mon collègue Craig Lindsay pour se présenter et nous laisser savoir comment participer dans le webinaire. Merci, Carré. Bonjour à tous ou bon après-midi, dépendamment de là où vous nous rejoignez aujourd'hui. Je m'appelle Craig Lindsay et je suis directeur des programmes et des politiques publiques à la section ontarienne de la Fondation du Rhin. La Fondation canadienne du Rhin tient à remercier ses commanditaires pour la série des webinaires 2025, Accenture, Otsuka et Sobe. Leur soutien continu nous permet d'offrir des occasions éducatives significatives et d'habiliter les gens à mieux gérer leur santé rénale. L'information présentée dans le webinaire d'aujourd'hui est à jour en date d'aujourd'hui, mercredi 30 juillet 2025. Les informations communiquées dans cette présentation ne constituent pas un avis médical. Les informations fournies sont de nature générale et ne couvrent pas nécessairement toutes les circonstances. Bien que nous nous efforcions d'être précis, nous vous recommandons de demander l'avis d'un professionnel de la santé pour vos questions individuelles. Le webinaire en ligne d'aujourd'hui nous permet d'aborder la question de la défense des intérêts des personnes atteintes d'une maladie rénale. Qu'est-ce que cela signifie? Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'apprendre à vous sentir à l'aise pour poser des questions à vos soignants. Il peut s'agir de vouloir être informé régulièrement des résultats des tests et de les faire expliquer d'une manière que vous et votre famille pouvez facilement comprendre. Il peut s'agir de connaître toutes les possibilités de traitement qui s'offrent à vous. Il y a beaucoup à explorer et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons ici aujourd'hui plusieurs experts pour vous aider. Ils ont acquis de nombreuses compétences en matière d'autodéfense au cours de leur propre parcours, soit en vivant avec une maladie rénale, soit en soutenant un proche dans son parcours de soins rénaux. Avant de présenter nos panélistes, nous allons poser une question que vous verrez apparaître sur votre écran. Et il s'agit de la question suivante. Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise pour défendre vos intérêts dans un établissement de soins de santé? Et vous pouvez sélectionner entre très, un peu, pas très ou pas du tout confiant. Veuillez prendre un moment pour répondre à la question. Pour commencer la conversation, j'aimerais présenter notre premier panéliste, Mike McCormick. Michael est sous hémodialyse depuis 1987. À l'âge de 18 ans, il a passé beaucoup de temps à l'hôpital et dans le système médical, où il a dû faire face à des complications complexes liées à une maladie rénale chronique. Il a contribué à la création de l'ORN PFAC et a récemment été récompensé pour ses 10 ans en tant que membre du PFAC. Michael est également membre fondateur de CanSolve CKD, un organisme de recherche national axé sur la recherche orientée vers les patients, avec un accent particulier sur les besoins en matière de santé des Autochtones. Outre sa vie avec une MRC et ses activités bénévoles, Michael a récemment pris sa retraite après plus de 30 ans de carrière dans le secteur des services financiers. Michael vit à Toronto avec son épouse Heather et il vit à Toronto avec son épouse Heather et leur chat Spicy C. Bienvenue à toi, Mike. Merci, Craig. Je suis heureux de t'avoir avec nous, Mike. Maintenant, je vous présente Erin Abercrombie. Erin est la mère d'un garçon de 9 ans né avec une insuffisance rénale chronique secondaire à des valves urétrales postérieures.
À l'âge de 3 ans, son fils Daxton a reçu son premier rein de donneur vivant provenant de son père. Une complication inhabituelle a provoqué la coagulation de ce rein qui a dû être retiré 5 jours plus tard. À l'âge de 5 ans, après une courte période sous dialyse péritonéale, il a reçu un rein provenant d'un donneur décédé. Ce rein a fonctionné pendant 5 semaines avant qu'une infection très grave causée par une levure au niveau du site de la greffe ne l'entraîne également à la perte. Son mari et Aaron étaient à ses côtés pendant que Daxton luttait pour sa vie. Daxton est sous hémodialyse depuis maintenant 4 ans et elle l'accompagne à chaque étape en tant qu'aidante, intermédiaire et défenseur. Elle communique sans relâche avec l'équipe médicale en son nom. Elle se rend à l'Université de l'Alberta 3 après-midi par semaine avec Daxton afin qu'il puisse recevoir son traitement. Elle a navigué dans le système hospitalier et auprès d'une équipe médicale importante pendant les 9 années de la vie de Daxton. Elle a également 4 filles aînées et mère d'accueil aussi, et elle était enseignante avant de devenir mère. Bienvenue à toi, Erin. Merci de me recevoir. Je suis heureux que tu sois avec nous. Et maintenant, je suis heureux de vous présenter Cleo Slattery, épouse, mère, employée et désormais aidante à temps plein. Cleo a suivi un parcours marqué par l'amour, la résilience et la transformation. Au cours des 7 dernières années, elle a pris soin de son conjoint atteint d'une maladie rénale et d'autres problèmes de santé complexes, apprenant à naviguer dans le système de santé et devenant à la fois son défenseur et son partenaire. Ces expériences ont bouleversé leur vie et renforcé leur force. Elle est reconnaissante pour chaque leçon et chaque difficulté rencontrée en chemin. En tant que coordinatrice et agente de liaison indépendante, elle aide ses clients à traverser des périodes de changement et de croissance. Son parcours d'aide permet à Cléo d'établir des liens personnels avec des personnes qui font face à des transitions, à l'incertitude ou à une réinvention de leur vie. Prendre soin de son conjoint a été un parcours émotionnellement complexe, parfois déroutant et épuisant, entre les rendez-vous et les responsabilités quotidiennes de son proche. Cléo est honorée de partager son histoire dans l'espoir d'inspirer l'empathie, l'autonomie et la connexion. Bonjour Cléo. Bonjour, je suis heureuse de me joindre à vous à partir de Vancouver, en Colombie-Britannique. Oui. Et en dernier, nous avons Cathy Schmidt avec plus de 30 ans d'expérience en soins infirmiers. Cathy a eu le privilège de travailler dans divers milieux de soins de santé, des postes ruraux aux grands centres de soins tertiaires. Au cours des 25 dernières années, elle s'est spécialisée en néphrologie, un domaine qui lui offre à la fois des défis professionnels et une grande satisfaction personnelle. Elle a travaillé comme infirmière en hémodialyse de première ligne, comme formatrice clinique et comme infirmière dans une clinique multidisciplinaire spécialisée dans les soins rénaux. Plus récemment, elle a pris le poste de coordinatrice des transplantations où elle accompagne, coordonne et informe les patients tout au long de leur parcours vers une transplantation rénale. L'un des aspects les plus gratifiants de son travail est d'aider les patients à comprendre leur état de santé et de leur donner les moyens de prendre leur santé en main. Qu'il s'agisse de ralentir la progression d'une maladie rénale ou de prendre des décisions éclairées en matière de traitement, elle est convaincue que les connaissances et le soutien sont essentiels pour améliorer non seulement les résultats, mais aussi la qualité de vie. En dehors du travail, elle trouve l'équilibre et l'inspiration dans la nature et la communauté. Elle aime passer du temps sur son bateau ou faire du kayak dans la magnifique baie georgienne, faire de la randonnée sur les sentiers locaux, se plonger dans un bon livre et partager un café et une conversation avec des amis. Bienvenue à toi, Cathy. Alors, commençons la discussion. Alors, je vais poser les questions et j'espère que les panélistes vont s'enlever de sourdine et contribuer. J'aimerais savoir, Mike, commençons avec vous. Quand avez-vous réalisé pour la première fois que vous deviez défendre vos propres intérêts? Quelque chose s'est-il passé? Avez-vous eu du mal à prendre les devants? Qu'est-ce qui a ouvert ce livre pour vous? Merci, Craig. Je crois que
Je ne suis pas certain que c'était une révélation spécifique, plus que la compréhension générale que dans un monde complexe de maladies rénales, là où vous avez souvent des cardiologues impliqués aussi et des respiratologues, les reins ont un moyen d'impacter plus que juste les reins. Et c'était la réalisation que la seule personne qui avait la grande vision de ce qui se passait avec moi, c'était moi-même. Et très tôt dans mon parcours, je me disais, OK, je dois apprendre à parler le jargon du personnel médical. Je dois pouvoir comprendre lorsqu'il y a des diagnostics en conflit ou des désaccords sur ce qu'un symptôme peut représenter, plutôt que d'attendre d'avoir tout le monde dans la même pièce. C'était plus facile de rassembler l'information et de dire, d'accord, tout ce que tu viens de me dire me semble être très différent de ce que l'autre docteur m'a dit. Donc, ça a commencé comme ça. Ce n'était rien de... je n'ai pas été frappée par le tonnerre ou l'éclair ou rien de la sorte, mais c'est la seule personne dans la salle qui me connaît le mieux, c'est moi-même. C'est très bien exprimé, Mike. Erin, je me demande si tu reflétais sur ce que Mike a dit, est-ce que c'était similaire pour toi? Tu t'es aperçu tôt dans le parcours de Daxton pour les soins de ses reins que tu étais le liaison entre tous les gens. Oui, tout ce que Mike a dit, ça résonne pour moi. J'avais absolument un sens profond de je dois être la bonne fille. Les médecins sont tout au-delà, ici en haut, et ils connaissent mieux que moi et je dois faire tout ce qu'ils me disent. Et c'est absolument de cette façon que ça a commencé. Et je me frustrais. Comme Mike l'a dit, souvent il y avait des choses contradictoires qui se faisaient dire d'un médecin à l'autre. Et après avoir été frustrée, un exemple en particulier où je me disais, j'ai vraiment besoin de faire quelque chose différemment. Mon fils, à chaque fois que sa créatine montait, il augmentait sa prise de fluide et je devais augmenter ses fluides et d'un montant assez significatif que ça le faisait vomir. Et j'avais l'impression que ça n'avait pas de sens. Il en perd plus à travers le vomi quand je lui augmente les fluides. Alors, je suivais leurs instructions pendant un moment à être frustrée et finalement, je me suis aperçue que ça n'avait pas de sens. Et je devais leur dire. Et ils m'ont écouté. Et nous avons développé un plan où je n'augmentais pas le montant au complet tout d'un coup, mais en petites doses. Et ça m'a pris des années et à travers plusieurs expériences de m'apercevoir que les médecins ont beaucoup de contradictions d'un à l'autre. Et j'ai appris que ce ne sont pas des dieux, ils ne connaissent pas tout. Et souvent, c'est leur meilleur avis et ils ont le meilleur intérêt de mon fils à cœur. Ils veulent faire le meilleur pour lui, mais basé sur leurs recherches ou leurs expériences, et ils mettent l'emphase sur différentes choses. Et donc, comme Mike l'a dit, je suis celle qui entend le point de vue de tous, qui met tout ça ensemble et qui tente d'en faire du sens, et ensuite le représente à eux à nouveau pour avoir une forme de synthèse ou quel est le mot? Juste de voir comment les morceaux du casse-tête s'imbriquent un dans l'autre et ce qui a du sens pour nous. C'est bien dit, ça. Cléo, je vois ta main levée. Quelles sont tes pensées? Oui, je fais écho à ce que Aaron disait. C'est exactement pareil au début pour moi. Moi et mon mari, il a dit que je pouvais le nommer. Il s'appelle Jay. Il est beaucoup plus vocal que moi. Il est très, et comme le temps passe, les choses contradictoires qu'on nous disait et les choses ne fonctionnaient pas, il fallait s'exprimer. Et je lui disais, puisque c'est lui qui devait aller à ses rendez-vous, je lui disais, il faut que tu te prononces, tu dois.
défendre tes intérêts et il les dérangeait. On en rit parce qu'il les dérange surtout. Ah, il y a quelque chose sur mon pied qui n'a pas l'air correct. Il y a des médecins qui ne veulent même pas gérer ça. Lui, il les force à gérer ça parce qu'il peut avoir peur que ce soit une infection qui le blesse ou qui puisse s'empirer. Dans le cas de mon mari, sur l'hémodialyse, il y va 4 fois par semaine. Alors, il les voit beaucoup plus souvent qu'un médecin praticien général. Parfois, ils vont leur dire, va voir ton médecin de famille ou va voir ce que ton néphrologue te dit. Alors, il pousse pour lui-même, il défend ses intérêts. Il faut apprendre à discerner ce qu'on entend et de venir les voir et dire, hey, ce médecin dans la dernière rotation a dit cela. Est-ce qu'on est certain que ça fonctionne? Parce que ce ne sont pas tous les médicaments qui fonctionneront pour tout le monde. Nos corps sont individuels et ça va vous affecter différemment. C'est ce que j'ai appris et il faut s'exprimer. C'est très bien dit et j'aime la façon que tu décris, la façon que tu as travaillé avec ton mari. Vous êtes une équipe en ce fait. Cathy, je suis curieux, en tant qu'infirmière de première ligne, est-ce que ça prend du temps pour les patients et les familles de prendre le courage pour poser des questions? Comment les soutenez-vous? Vous savez, j'apprécie vraiment ce que Arine et Cléo ont dit. Et en tant qu'infirmière à travailler dans une clinique de soins rénaux, je gère absolument des patients qui viennent avec différentes préoccupations et des médecins de famille qui leur donnent une version, d'autres spécialistes qui leur disent quoi faire. Et je crois que la meilleure chose, c'est de prendre propriétariat de notre santé et de rendre le patient autonome. Je les encourage à poser des questions afin qu'ils se sentent plus à l'aise, mais ça prend du temps pour certains de ressentir ce confort. Et comme Erin l'a dit initialement, les médecins, c'est comme des dieux. Mais vous savez, lorsque vous commencez dans le système de santé, ça ne prend pas longtemps pour s'apercevoir qu'ils ont différentes opinions. Oui, ils en savent beaucoup, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont les meilleures réponses. Et donc, si vous pouvez faire vos recherches, ça aide beaucoup pour avoir cette conversation et de se sentir à l'aise de partager. Mais plusieurs patients ne savent même pas quoi poser. Les gens peuvent être débordés par leur maladie ou accablés et de se sentir normal avec une maladie rénale. Il y a des gens qui ont une fonctionnalité rénale de 20 ou de 15 et se sentir encore très en santé et normal. Et d'autres ne veulent même pas faire confiance aux professionnels de la santé pour dire que votre créatine est très élevée, votre fonction rénale est basse, voici ce qu'on doit faire. Alors, c'est de bâtir la confiance et c'est des visites régulières, de connecter avec eux, de les écouter, vous savez, et j'espère que cela rend les patients autonomes à se sentir à l'aise pour poser des questions. Mais je suis empathique avec ces expériences-là que vous avez vécues. Je crois que c'est assez commun. Moi-même, en tant que mère dans le système de santé avec mes enfants au fil des ans, je suis empathique avec vos histoires. Et c'est réellement le patient qui se connaît le mieux et c'est si important de partager vos expériences et ce qui se passe en vous. Merci, Cathy. Mike, je suis curieux. Comment les professionnels de santé réagissent-ils lorsque vous défendez vos propres intérêts? Vous avez vu plusieurs professionnels de santé. Vous êtes un jeune homme, vous étiez jeune homme lorsque vous avez commencé ce parcours. Est-ce que tout le monde était réceptif à ce que vous demandiez de la clarification ou demandiez une seconde opinion? Peut-être. Mais je crois que malheureusement ou heureusement, mon parcours de soins de santé s'est propagé sur plusieurs décennies et je crois absolument que d'accepter les patients comme étant des partenaires égaux dans leurs propres soins de santé, c'est quelque chose qui est monté au front depuis les 10 à 15 dernières années. Et vous savez, sans être âgiste, cela s'applique aussi pour le personnel médical. Alors, certains médecins plus âgés qui ont été formés dans leur génération n'auraient peut-être pas été exposés aux soins de santé centrés sur le patient. Certains l'ont de façon inhérente, mais ça ne faisait pas partie de leur expérience d'apprentissage ou de curriculum.
Tandis que les médecins plus nouveaux ou plus jeunes, je trouve, sont beaucoup plus prêts à briser cette dynamique-là. Donc, souvent, j'ai des médecins maintenant qui sont présentés par leur prénom plutôt que Docteur Smith. Ça va être Bonjour, je suis John et c'est toi, Mike, n'est-ce pas? Alors, cela déformalise, ça diminue l'emphase entre le déséquilibre du pouvoir. Et oui, cela a absolument changé. Il faut être, vous savez, avant d'y aller à plein fouet, il faut évaluer la réceptivité d'un médecin à- avant de lui poser des questions ou de questionner ses méthodes. Il y a quelque chose que Cléo a dit qui m'a fait réfléchir à ceci, c'est qu'il faut vraiment avoir une stratégie lorsque vous connectez avec les gens. Et cela, c'est juste la société en général, mais ça peut se produire dans votre environnement de travail, dans vos activités d'un jour à l'autre. Ce n'est pas tout le monde qui opère dans le même langage ou de la même façon ou du même niveau de connaissance dans une conversation. Alors, il faut simplement être prêt à transitionner notre vision ou la façon que vous communiquez avec quelqu'un, surtout si vous leur demandez de faire quelque chose pour vous. Et il faut essayer de transférer ou de votre méthode de communication pour s'adapter à eux. Je ne vous entends pas, Craig. Ah, désolé, j'étais en sourdine. Alors, Erin, je suis curieux. Tu as mentionné tout à l'heure que tu étais la bonne mère en conversation. Quelle est ta stratégie pour bâtir la confiance avec des fournisseurs de soins de santé? Comment peuvent-ils te rencontrer en tant qu'égal? C'est toi l'experte. Quelle est ta stratégie? Qu'est-ce qui fonctionne et que fais-tu lorsque ça ne fonctionne pas? J'adore que la confiance est montée avec Cathy et Mike aussi parce que je l'ai écrit sur une note ici, le mot confiance. Et c'est la clé à pouvoir passer à travers ce parcours, c'est de bâtir la confiance avec votre équipe médicale. Et j'imagine que la majorité d'entre vous et probablement tout le monde est comme nous, on a une énorme équipe médicale. Ce n'est pas un néphrologue. Ils font une rotation. Et c'est là où on obtient les différentes opinions, ce qui peut être très bien, mais aussi très frustrant. Et afin d'être entendu et de se sentir en sécurité, la confiance a été énorme pour moi à bâtir un rapport avec l'équipe médicale. Et cela prend du temps lorsque vos médecins sont en rotation, mais ça ne se produira pas tout de suite immédiatement, mais la confiance avec peu importe qui, c'est d'avoir une relation significative avec eux. Et comme Mike le mentionnait, et Cléo aussi, c'est de poser les bonnes questions. Et je déteste dire les bonnes questions parce que je crois que cela met de la pression d'avoir les bonnes questions, mais juste de poser n'importe quelle question. Poser des questions, même si vous êtes embarrassé de les poser. Et on m'a déjà ri en plein visage. Et aujourd'hui, je ne laisserai plus cela se passer. Là, tu ne riras plus dans mon visage comme ça. Mais de poser plusieurs questions, d'écouter, de poser encore, d'être amical et poli. Et il y a des choses que j'attends et je me dis, bon, ce médecin n'est pas là cette semaine, je vais attendre euh, pour celui avec lequel je voulais jaser de cette chose en particulier parce que j'ai un bon rapport avec lui et je connais ce médecin suffisamment bien pour connaître la façon qu'il va communiquer avec moi et l'angle qu'il prendra pour traiter mes symptômes. Et là, je me disais, bon, la semaine prochaine, quand il y aura l'autre médecin, je vais poser les mêmes questions pour avoir une autre perspective et ensuite, je vais rassembler le tout. Avec la confiance, il y a des frustrations, des inquiétudes, mais ça nous aide à avancer, à développer une stratégie, un plan de traitement
et ça nous fait sentir comme si on est membre de cette équipe. Bien dit. Je me demandais comment tu as bâti la confiance. Différents fournisseurs de santé qui ont interagi avec toi. Quelle est ta stratégie pour bâtir la confiance afin qu'ils puissent te voir, toi et ton mari, en tant que égaux, pour offrir de l'information? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Encore une fois, comme Pour Mike offrir de et l'information, le Erin ont médium et le dit, c'est une chose assez similaire. Comme l'exemple que Erin a donné, la rotation des médecins. Comme je l'ai dit, mon mari est une personnalité extravertie, alors il fait des farces, il connaît tout le monde et nous allons dans des environnements hospitaliers. Il se fait ramasser par un transport adapté. Il, se- il obtient sa dialyse à l'hôpital. Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Je crois que c'est bien. Il fait des farces et tout le monde de de l'équipe de soutien. Il jase avec tout le monde. Il les traite tous également et les médecins aussi. Ça commence de cette façon. Et cela m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à connecter. Et encore, comme Erin l'a dit, je ne sais pas s'il y a vraiment une stratégie, mais juste de jaser et de faire baisser les murs afin qu'on puisse tous se voir comme des égaux, d'apprendre à connaître les différentes personnalités, comme Michael l'a dit, et la rotation des médecins. Oh, quel médecin que j'aimerais poser les questions? Il y en a qui nous écoutent mieux, il y en a qui sont plus flexibles, il y en a qui sont là pour nos soins. Même s'il y a l'équipe principale, il y a toujours un médecin secondaire qui se présente puis qu'on aime peut-être mieux euh, consulter. Alors, c'est pas tant une stratégie. Au début, c'est comme un peu partout, un peu n'importe quoi. On se prépare nos questions durant la semaine. Parce que lors de la fin de semaine, parfois mon mari y va le dimanche et il n'y a personne à consulter. Alors, il faut avoir nos questions prêtes pour consulter le médecin lorsqu'on le croise. Alors, on bâtit notre stratégie sur ce qui fonctionne et on est gentil et amical avec tous. Ce sont de très bons conseils, Cléo. Cathy, je me demandais si quelqu'un était peut-être leur premier rendez-vous de clinique, de soins multiples pour une greffe de rein. Comment est-ce que tu suggères que les patients et les familles devraient se pointer à ces premiers rendez-vous? Quels sont vos conseils afin qu'ils soient prêts et préparés? En écoutant les trois autres panélistes ici et comment vous faites de votre mieux pour communiquer et connecter avec vos fournisseurs de services, vous êtes des patients de grande renommée et c'est évident, vous avez un haut niveau de compétences de communication et comment avoir cet équilibre afin que vos besoins soient rencontrés. Malheureusement, il y a tant de patients qui ne sont pas à cet endroit et d'avoir ce niveau de communication, que ce soit de ne pas avoir l'anglais comme langue première ou de se sentir malaisé ou différentes situations là où peut-être que la confiance, ils ont peut-être eu tant de difficultés avec le système de santé que la confiance a été très difficile à bâtir, mais tout cela considéré, vous avez tous pris le chemin le moins parcouru et c'est un défi pour tous les fournisseurs de santé. Nous devons prendre un parcours encore moins pavé. Nous sommes les professionnels et nous devons faire de notre mieux pour mettre nos patients à l'aise afin que nos patients se sentent entendus et les membres de leur famille aussi. Alors, mon but, que je sois dans la clinique de rein ou si j'aide quelqu'un avec leur préparatif de greffe de rein, c'est vraiment d'essayer de voir là où le patient se trouve, d'écouter le patient. Certains arrivent informés avec leur cahier de notes et un stylo prêt à prendre des notes. Ils sont prêts à prendre toute l'information en notes. Ils ont déjà leurs questions de préparer. Alors, je sais que je peux tout de suite transférer à offrir cette information et qu'ils sont prêts à le recevoir. D'autres patients arrivent et ils ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe du tout et ils ne savent pas ce que font les reins réellement. Et donc, parfois, c'est de les éduquer d'un niveau de base afin qu'ils puissent comprendre à un niveau basique ce qui se passe.
Et lors d'un prochain rendez-vous, on peut renforcer et évaluer ce qu'ils se rappellent, ce qu'ils ont compris. Mais souvent, ils ne se rappellent pas de ces conversations et on doit se répéter. Donc, c'est au fournisseur de soins de santé de vraiment comprendre où se trouve un patient ou un membre de sa famille. Et je ne sais pas si on rencontre toujours ces besoins, je ne sais pas si je rencontre toujours ces besoins, mais c'est absolument un de mes buts de savoir où se trouvent les gens et quels sont leurs questionnements. J'encourage les patients dès le premier rendez-vous que je leur dis, je sais que vous allez avoir plusieurs questions entre maintenant et le prochain rendez-vous. Commencez un cahier de notes, posez des questions. Il n'y a aucune question nounoun. Et si vous avez les questions, quelqu'un d'autre les a probablement aussi. Alors, j'aime les pairer, mes patients, les jumeler avec un défenseur d'intérêt, quelqu'un qui est là, qui peut les rencontrer là où ils sont. Et parfois, les patients reçoivent cela plus facilement aussi. Je vois une main levée, alors je suis heureuse d'inclure Mike. J'aimerais que Mike contribue euh, et les panélistes suite aux commentaires de Mike. Alors, quelles sont tes pensées, Mike? J'aimerais défier Cathy un peu. Alors, certaines des choses que tu as dit là sont renforcées, comme il y a une piste extra élevée, comme que le personnel médical peut atteindre, que nous, les patients, ne peuvent pas. Pour moi, c'est la qualité de comprendre que, par exemple, lorsque je parle aux patients, que ce soit dans un forum ou un sur un, c'est à propos d'établir ce niveau d'égalité. Et ce n'est pas, cela est bâti par, vous savez, ne pas, je ne parle pas hors de mon chapeau ou plus haut que n'importe qui d'autre et vice-versa. Alors ça, c'est une chose. Et je m'excuse si je me mélange, mais je crois que c'est Cléo qui l'avait mentionné à propos de la stratégie. Et souvent, nous ne sommes pas tous à notre meilleur à tous les moments, n'est-ce pas? Et cela inclut le personnel médical. Alors, on pourrait avoir un enfant malade à la maison ou des parents âgés qu'on soigne à l'extérieur du travail. En tant que patient, vous pouvez être décrit d'un parcours de rein étant plutôt plat et ensuite il y a des bosses de ralentissement au fil du temps. Et les gens peuvent attraper une bosse de ralentissement et on n'est pas dans la bonne forme pensée. C'est juste, c'est là où le respect mutuel arrive. Juste de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est au meilleur de leurs capacités à tous les jours. C'est bien dit et je suis d'accord avec toi, Mike. Je suis d'accord. Et ceci fait suite à la question, c'en est une bonne. Quelqu'un demande, avez-vous des conseils pour aller au-delà du syndrome de l'imposteur pendant les interactions avec l'équipe de soins de santé? Dans les panélistes, je crois que c'était Erin qui avait parlé de s'être fait rire en pleine face. Et la question, c'est quelqu'un qui a un peu d'anxiété sociale, cela renforcerait le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis équipée? Est-ce que j'ai le droit de poser des questions? Et je crois que cela rentre dans ce que Mike disait, les gens qui reçoivent les soins se sentent vulnérables et faibles. Et est-ce qu'il y en a qui ont des conseils sur comment bâtir la confiance pour croire que vous avez le droit d'être dans cette salle à poser des questions? Quelqu'un? Euh, je n'avais pas de conseils spécifiques, mais je peux dire que je suis introvertie. Je suis absolument celle qui ne veut pas brasser les cartes. Je ne veux pas avoir une croix noire à côté de mon nom. J'apprends à avoir la confiance dans cette salle de clinique ou la salle de traitement
Comme que bâtir la confiance prend du temps. Et j'imagine que mon conseil serait, parce que je suis une mère à plusieurs introvertis, à qui je dis toujours que c'est difficile, de prendre un grand respire, de se parler positivement et de continuer. Oui, on m'a ri en pleine face à quelques reprises à propos de différentes choses. Et la première fois que ça s'est fait, ça m'a blessée. Et j'ai fini par écrire un courriel par la suite, à exprimer voici de quelle façon je me sentais. Et j'étais terrifiée à peser envoyer sur ce courriel, mais je l'ai fait et on m'a rappelé et on a pu discuter les choses. Et à chaque fois qu'on le fait, on bâtit la confiance et on bâtit cette relation et on augmente la confiance. Et lorsque ça s'est fait avec moi et que j'y ai fait face par la suite et que j'ai géré mes insécurités et mes peurs en y retournant par la suite, même si cela était encore plus épeurant, le résultat final était des meilleures relations avec l'équipe médicale qu'auparavant. Je suis heureux. Cléo, quelles sont tes pensées? Oui, eh bien, encore une fois, comme Erin, je sentais qu'on a des personnalités similaires. J'ai commencé très timide et introvertie comme personne et de faire des panels comme celui-ci, c'est plus facile parce que c'est via Zoom. Mais j'ai appris à travers mon mari de m'exprimer. Mais parfois, c'est plus lui qui pousse à dire, allez, va lui demander ça, va leur demander cela. Et mais moi, je ne veux pas demander aux médecins et de leur faire penser qu'on est, ou juste de garder les choses ou de les écrire, je trouve, ça aide. On l'entend souvent, hein, écris ta question sur papier. Je me dis pourquoi, pourquoi. Mais s'il y a vraiment quelque chose de pressant qu'on peut oublier avec tant de rendez-vous et le manque de sommeil, alors je l'écris en note. De cette façon, si cela monte, la dialyse, le médecin et des choses qu'il doit poser, et je lui dis, ah, n'oublie pas de poser cette question-là. Ou si je suis là, je vais dire, est-ce qu'on avait une question à propos de ce médicament ou de ce rendez-vous-là? Ou est-ce que cela est nécessaire? Est-ce qu'on peut avoir un background sur ça? Et aussi, lorsqu'on parle de qu'est-ce qui s'est produit et les choses sur lesquelles il faut s'exprimer, aussi, lorsqu'on a fait la dialyse à domicile durant la pandémie, j'ai fait de la dialyse à la maison, alors j'ai appris à me servir de la machine d'hémodialyse. Cela m'a permis de comprendre comment la machine fonctionnait, mais aussi combien de gens ça prend pour faire cela, du moins de le faire seul. Pour moi, ça ne s'est pas bien fait. Lorsqu'on parle d'écrire des lettres, je m'étais plainte qu'il n'y avait pas suffisamment de soutien pour poursuivre à domicile ce traitement. C'était trop épeurant pour moi à le mettre en marche et ça me causait trop de stress. Et je disais aux équipes qui promouvaient cela, de laisser savoir aux patients les parties un peu plus inquiétantes ou de faire de l'hémodialyse à la maison ou peu importe quoi. Parce que si vous êtes ouvert à cela, je sais qu'ils ne veulent pas le montrer, mais parce qu'ils prennent du recul de ces côtés un peu plus épeurants, comme n'importe quoi. Parce que lorsqu'ils sont dedans, ah oui, c'est génial, vous allez avoir beaucoup plus de temps mais non, vous êtes dans le tort. J'étais pris dans une salle à faire cela et c'était comme plusieurs heures. Et lorsque vous voyez l'équipe maintenant que ça prend pour assembler la machine et la désassembler, imaginez une personne qui le fait à domicile. Imaginez tout le scénario. Nos cerveaux peuvent l'absorber, je peux l'apprendre. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre parce que des fois, c'est même un obstacle à la langue, mais de l'essayer et j'aurais peut-être compris, oh, faites ça pour moi, j'ai besoin de soutien à domicile. Mais il y a une courbe d'apprentissage et au moins maintenant, je le sais que ce n'est pas pour moi. Il y en a qui se disent, ah, ça fonctionne très bien, mais juste de s'exprimer à propos de cela, et au moins on était suffisamment engagé qu'on pouvait dire, hey, voici ce qui fonctionne, voici ce qui ne fonctionne pas, et voici ce qui aide, et d'écrire des choses en note pour s'en rappeler. Donc, c'est mieux d'avoir la vérité non vernie, les hauts et les bas, les bons côtés, les mauvais côtés, afin que vous et votre mari puissiez prendre une décision qui s'aligne avec vos préférences et capacités. C'est un très bon point. Oui, je sens le marché, malgré que les équipes sont géniales, l'équipe de dialyse est géniale,
c'est un bon rapport, mais il y a des choses qu'ils cachent et qu'ils essayent d'éviter le mauvais côté des choses. Mais au lieu, on devrait en parler, on devrait vraiment tout mettre sur table parce que au moins le patient sera conscient. Parce que j'entends des gens que je vais appeler qui font de la vente ou du marketing et Hey, est-ce que tu veux le faire à domicile? Je parlais à quelqu'un de nouveau et je lui disais, est-ce que tu comprends ce que ça demande lorsque tu poses des questions? Il était entièrement nouveau à la dialyse et je défends les intérêts pour certaines personnes et mon mari aussi. Et je lui ai dit, s'il te plaît, va poser ces questions-là avant de le faire. Parce que la personne va dire, ah, ils m'ont dit que je pouvais le faire. Et là, c'est comme, qui d'autre avez-vous à la maison pour vous aider? Parce que vous avez 80 ans et vous êtes seul. Êtes-vous certain de pouvoir le faire par vous-même? Alors, ce sont des choses qu'ils doivent faire. Observons tous les côtés afin de faire une décision informée. Très bien. Et je pense que Kathleen le fait. Elle tente de l'intégrer, du moins de ce que je comprends, de connecter des gens avec d'autres gens qui font face à la même situation. La valeur du soutien entre pairs, des gens avec l'expérience vécue, de dire que je me préoccupais de cela aussi et voici comment moi et ma femme l'avons approché et voici ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je fais bien un résumé de ce que tu as dit, Cathy? Oui, exactement. Je sais que lorsque j'étais à la clinique, la dialyse à la maison ou l'hémodialyse à domicile ou les cliniques se produisaient tout en même temps et les cliniques pré-dialyse et d'un moment à l'autre, on pouvait toujours avoir un patient ou installer un patient pour qu'il puisse parler avec quelqu'un d'autre. Mais parfois, on avait des patients qui n'expérimentaient pas le PD ou le HD et on avait un patient dans notre pré-clinique qui réfléchissait sur la meilleure option pour eux, le PD ou le HD. Euh, et je pouvais voir après ma base qu'un patient qui l'expérimentait et moi, en tant que soignante et personnel médical, je suis éduquée et j'essaye de mon mieux pour voir ce qui est la réalité, mais il n'y a rien qui bat d'avoir un autre père ou un autre patient offrir l'information aussi. Alors, j'essaye en tant que facilité, on essaye de mettre ça en place avec la confiance ou avec la dialyse ou des choix et des options. Je suis heureux de l'avoir entendu et c'est important et cela revient à la question originale, comment aller au-delà du syndrome de l'imposteur. Les gens qui ont de la difficulté, qui viennent vous voir, on comprend qu'ils ne sont pas seuls. Vous restez une experte en soi et j'espère que cela répond à votre question. Ça en était une très bonne. Je voulais poser la deuxième question sur le pôle et je suis curieux. Quel est la plus grande obstacle à défendre ses intérêts pour soi? Et on peut choisir du manque de confiance, une crainte du jugement ou de conflit, ne pas savoir quoi dire ou demander, ou même des obstacles culturels ou de langue. Prenez un moment pour remplir le questionnaire. Merci beaucoup d'avoir offert vos réponses à tous. On pourrait commencer avec Cathy. Quel est le danger si les gens ne défendent pas leurs intérêts en termes de... Est-ce que les résultats de santé sont différents ou leurs expériences de soins différents? Est-ce que ça peut affecter leur qualité de vie? Je n'ai pas de preuves écrites. Dans mon expérience, ce que je peux voir, c'est que lorsque les patients ne se représentent pas, ne parlent pas pour eux, et qui ne prennent pas charge de leur santé, ils ne sont pas si intéressés de s'aider. Oui, les résultats sont pas aussi prenants. Surtout avec les choix en dialyse, plusieurs patients, dans mon expérience, sont dans un état de déni, là où le processus de leur maladie, ils ne veulent pas prendre de décision et maintenant ils se trouvent avec une fonction rénale de 5 et il n'y a plus d'option pour ça.
Il n'y a plus d'option d'apprendre à propos de PD et d'y aller doucement. C'est la dialyse immédiate requise et directement là, on ne leur a pas donné l'option de choisir le meilleur traitement pour eux. Certains ont une fonctionnalité rénale de 20 et on m'a invité à leur parler de la greffe et des options plus tard dans leur parcours à considérer, en considérant d'apprendre ce qu'il y a de disponible ou comment trouver des donneurs d'organes vivantes ou lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas défendu leurs intérêts ou qui n'ont pas appris à propos de leur propre maladie, ils laissent ça entre les mains de ce qui va se passer avec leur santé et de ne pas prendre des décisions en avance. C'est certain que tout le monde se trouve à différents endroits et gère leurs propres choses. Chacun a leur propre parcours, mais je vois certains patients qui viennent à la clinique pré-dialyse. J'ai un 17. Ils ont déjà parlé avec leur famille. Ah, je sais que j'ai besoin d'un rein. Ils ont fait leur propre devoir. Ils ont déjà passé par cette bosse de ralentissement. Ils acceptent déjà leur situation et ils veulent commencer avec le travail de transplantation parce qu'ils ont déjà un donneur d'organes prêt. Et il y en a qui cherchent l'hémodialyse et la prédialyse parce qu'ils deviennent... Bon, alors j'imagine que tout le monde fait leur propre parcours et il n'y a pas de jugement ici. C'est une chose si individuelle et tout le monde vient à la table, soit avec la confiance pour défendre leurs intérêts ou le syndrome de l'imposteur ou Hey, je ne suis pas supposé savoir quoi que ce soit, c'est le médecin qui connaît tout et on sait que ce n'est pas correct, mais tout le monde arrive à leur propre temps et le parcours de tout le monde est si unique. Et en tant que professionnel de la santé, c'est mon travail d'essayer de comprendre au meilleur là où se trouve mon patient et comment je peux les aider là où ils se trouvent. Alors, ce n'est pas un parcours parfait, mais on essaie de notre mieux et je serais heureuse d'entendre le panel, ce que sont leurs pensées. Oui, est-ce qu'il y en a qui aimeraient se prononcer sur le danger de ne pas défendre leurs intérêts et de ne pas s'exprimer dans votre propre parcours de santé ou quelqu'un d'autre dont vous avez témoigné? Moi, j'aimerais bien te répondre, Craig. Alors, je crois que ce qui est évident, ou du moins je crois que c'est évident, le mauvais côté de ne pas se défendre nos intérêts, c'est de tomber entre deux chaises. Vous savez, si vous avez établi que vous n'allez pas, vous savez, encore une fois, ça revient à la communication, ton style de communication. Si les gens savent que vous n'allez pas crier et sacrer et toutes ces choses-là, eh bien, lorsque vous êtes un peu agité, ils se disent, oh, ce n'est pas normal ça. Alors, je crois que d'établir cela, ce niveau de compréhension de quel genre de personne vous êtes, cela aide beaucoup pour commencer. Et ensuite, le syndrome de l'imposteur, c'est votre corps, c'est votre maladie. Alors, sans amoindrir le syndrome de l'imposteur, c'est vous qui connaissez votre corps le mieux. On ne connaît peut-être pas la médecine derrière et tout, mais vous savez comment le traitement vous fait ressentir, comment le médicament vous fait ressentir, et on n'a pas d'écran sur nos dos que vous pouvez lire qui dit aux autres comment vous vous sentez. Vous êtes le seul qui peut le communiquer. Alors, j'aimerais que les gens comprennent qu'ils sont les meilleures personnes pour s'exprimer de leur propre part. Je suis heureux que tu l'aies exprimé de cette façon-là, Mike. Aaron, je suis curieux. Si tu retournerais dans le passé, que tu te visitais v'là 9 ans, aurais-tu fait quelque chose différemment dans ton approche avec Daxton, d'une façon, ou les questions que tu aurais posées, les approches que tu aurais prises? Pourrais-tu nous en faire une réflexion? Eh bien,
Je suis assez fière de la façon qu'on a géré tout ça. Ça a été toute une montagne russe. Je suis certaine que la majorité des gens peuvent compatir. Si je pouvais prendre mon soi plus confiant et plus connaissante d'aujourd'hui et la renvoyer dans ses premiers rendez-vous cliniques de l'époque, je me serais probablement sentie plus en sécurité et plus en contrôle au début, plus tôt. Ça serait ma plus grande réflexion. Mais en termes des dangers de ne pas se défendre nos intérêts, lorsque vous le faites, on se sent plus comme un membre de l'équipe et on sent qu'on a plus de contrôle. Et je crois que cela, en général, votre expérience générale va dans le parcours rénal, c'est mieux. J'aurais été plus confiante, j'aurais eu cette idée que je fais partie de l'équipe après ma barre. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps à développer, probablement pour la majorité des gens. Oui, je suis d'accord. Et Cléo, as-tu des leçons apprises dans ton parcours avec ton mari que tu trouves sont essentiellement importantes? Si tu croisais quelqu'un en clinique qui avait ce regard terrifiant du premier diagnostic ou qu'ils doivent décider sur un traitement qui leur fait face, quels sont tes mots de sagesse que tu leur offrirais? Oh, des mots de sagesse, c'est de la pression. Comme tous les panélistes ont dit, arrivez avec vos questions, mais même si vous ne connaissez pas les questions à poser, parce qu'au début, vous êtes juste en train d'absorber et c'est toute vague. Alors, arrivez avec autant de questions et continuez à poser des questions. N'arrêtez pas parce que vous vous dites peut-être, oh, c'est une semaine plus tard et maintenant, je suis prête à poser une question encore. Et c'est correct. Parce que cela s'était produit pour moi. On rentre dans un rendez-vous et dès que vous quittez, même une journée plus tard, oh, chenoute, j'aurais dû poser cette question-là. Et parfois, j'ai l'impression que je ne devrais pas, mais ceci est vraiment très important. Je ferais mieux de poser la question. Alors, c'est correct. Gardez vos questions et continuez à les poser parce que les choses peuvent changer. Comme les panélistes le savent, votre corps change au fil du temps et au fil des années. Et ce qui était peut-être pour vous bon pour vous la semaine passée n'est peut-être plus bon pour vous cette semaine. Et c'est ce que les infirmiers et infirmières ont besoin de faire. Changer votre solution, combien vous recevez, augmenter, décroître la dose, peu importe. Revenez, soyez correct et suffisamment ouvert pour dire voici ce qui se produit en moi maintenant, quel est le plan de changement. On change notre programme constamment d'une année à l'autre. Lorsqu'un patient on a un ami en dialyse actuellement. Malheureusement, sa femme est décédée. Elle était très désengagée de son processus. Et malheureusement, comme j'ai dit, elle est décédée le mois dernier ou au début de ce mois-ci réellement. Et ce qu'elle, ce qui se faisait avec elle, c'est qu'elle a eu des difficultés de santé mentale qui ont augmenté et elle s'est désengagée de l'équipe et elle ne voulait plus recevoir de dialyse. Alors, c'est le côté mal fortuné. Son mari est devenu malade et il était à l'hôpital. Alors, une combinaison des choses qui se produisaient dans leur vie personnelle s'est rajoutée à tout ça et elle ne s'engageait plus du tout avec l'équipe médicale. On a essayé, bien sûr, de prendre contact avec elle et de la réalimenter, mais c'est ce qui peut se produire. Quelqu'un peut être si profondément dans ce qui se passe au niveau mental et la dépression embarque qu'ils finissent par se désengager de la chose au complet. Ils se disent, c'est fini pour moi, je ne veux pas le faire. Et malheureusement, peut-être que sa soignante n'a pas été là pour jaser avec elle. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment est-ce qu'on peut mieux t'aider? Elle ne voulait pas en parler. Il venait la chercher et elle se virait de bord. Elle disait non, je n'y vais pas. Renvoyez-moi à la maison. Je ne ferai pas de dialyse aujourd'hui. Alors, c'est malheureux, malgré qu'on le soutient et que elle et son mari à travers cela. C'est quelque chose sur lequel réfléchir lorsque les gens sont désengagés. Il faut augmenter les soins ou augmenter ce qui se passe surtout dans la combinaison. Comme je l'ai dit, notre équipe est assez bonne. Je ne connais pas tous les côtés.
Mais les soins de santé mentale aussi, c'est important à adresser parce que mentalement, on passe à travers plein de choses et même le soutien, on est des soignants qui soutiennent. C'est une combinaison de la famille, les besoins, d'avoir la chance de s'exprimer en général et d'aider en général. Suzanne, merci d'avoir posé ta question dans le clavardage du diagnostic et d'avoir accès à ce qu'on a de besoin. Je vous encourage. On n'a pas le temps aujourd'hui de l'adresser en tant que panel, mais prenez contact avec votre succursale locale de la Fondation du Rhin. Il y a plusieurs ressources qui peuvent vous aider à gérer votre santé rénale et de préserver votre fonctionnalité rénale dans le moment. Erin, c'était génial de connecter avec les gens qui sont vos amis. Les infirmières sont vos amis. J'adore. Connecter avec les gens, oui. Cela étant dit, merci aux panélistes pour une conversation si passionnante. Et comme qu'on arrive à une fin, je poserai une dernière question. Qu'est-ce qui, selon vous, dans l'outil quel outil ou quelle stratégie du webinaire vous aidera le plus selon vous? Cela peut être des techniques de préparation de questions, ça peut être des conseils pour communiquer avec confiance, connaître vos droits et vos responsabilités ou soutien de pair ou lien avec la communauté. Prenez un instant pour offrir vos pensées. Intéressant. Merci encore à vous, les panélistes, pour une discussion si passionnante. Pour les participants, si votre question n'a pas obtenu de réponse, veuillez l'envoyer par courriel à kidneyprograms@kidney.ca. La Fondation du Rhin s'engage à fournir des informations et des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales. Par l'intermédiaire de nos bureaux régionaux, nous offrons des conseils et un soutien pour accéder aux services du système de santé, aider les personnes à bénéficier d'autres formes de soutien dans leur communauté et les aider à acquérir des compétences pour défendre leurs propres intérêts. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez parler à quelqu'un dans votre communauté ou si vous souhaitez accéder à d'autres ressources et supports éducatifs. À la fin du webinaire d'aujourd'hui, votre ordinateur ouvrira une nouvelle page vous invitant à remplir notre questionnaire de satisfaction. Vos commentaires sont importants pour nous aider à améliorer notre série de webinaires et nous vous serions reconnaissants de prendre quelques instants pour y répondre. Le questionnaire est disponible en anglais et en français. Vous trouverez le bouton pour changer de langue dans le coin supérieur droit de votre écran. Carrie, le mot est à vous. Merci, Craig. Et de la part de la Fondation du Rhin de Canada, merci d'avoir été parmi nous au webinaire Défense d'intérêt et la maladie rénale. Exprimez-vous.